bonjour à tous. Alors, dans ma présentation, je vais un petit peu jouer avec différentes significations du mot sécurité, qui sont celles qui ont été un petit peu illustrées par ce matin au niveau de l'ouverture, et puis qui ont été vues à travers différentes présentations. Alors, c'est un travail en fait en commun avec des gens de chez moi, l'UPMC, et puis de l'université au Chili. Ça donne l'occasion de voyager un peu. Et puis il y a un collègue qui était au départ à l'UPMC, puis qui entre-temps est parti à Shanghai, parce que la New York University y a ouvert une succursale, et il travaille là-bas maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que la certification? Alors l'idée, la motivation, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches. Par exemple, le vote électronique, là on parle beaucoup en ce moment, c'est à la mode, puisque visiblement le gouvernement veut que, en tout cas en France, on remplisse nos déclarations d'impôts sur Internet. Ça, c'est une application possible, hein, le remplissage des impôts, le courrier électronique certifié, les jeux, l'arbitrage de jeux en ligne. Donc il y a toute une série de domaines qui ont besoin d'une certaine forme de certification. Alors il existe des solutions, on va voir ce que ça veut dire, mais il y a des solutions qui sont à l'heure actuelle centralisées. Donc c'est des solutions qui sont connues mais qui ont un gros problème, c'est qu'elles passent pas forcément très bien à l'échelle. Et puis il y a des solutions qui sont décentralisées mais qui sont quand même soumises, quand on veut s'assurer qu'elles fonctionnent vraiment bien, et en fait à des problèmes de consensus byzantin qui sont extrêmement classiques dans le domaine des systèmes répartis. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire de la certification, c'est en fait certifier qu'une action donnée a été réalisée à un instant donné. Okay. Alors, on va voir que je ne vais pas certifier, on va quasi-certifier, et on va discuter justement de ce mot quasi, pourquoi. Et on va supposer que tout est construit dans un contexte complètement réparti, et on va utiliser pour ça une structure qui existe depuis un peu plus de 10 ans maintenant, qui sont les distributed hash tables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un DHT ou Distributed Hash Table? En fait, l'idée, c'est un moyen de stocker des données qui sont repérées par une clé, donc là, une valeur, repérée par une clé. Et en fait, on a deux opérateurs. Un opérateur qui va permettre d'insérer la donnée et un autre qui va permettre de récupérer la donnée à partir de la connaissance de sa clé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir ici un stockage de la donnée, non pas simplement sur un nœud, mais sur un très grand nombre de nœuds qui vont être organisés en anneaux. Alors, ce qui se passe, c'est que, première chose qui est importante, c'est que cet anneau va en fait regrouper, ils vont être numérotés de 1 à n. N, ça peut être des dizaines ou des centaines de milliers, hein. C'est des échelles qui sont clairement imaginées. Donc, on va avoir plusieurs choses. Et d'abord, avoir le fait que deux nœuds qui vont être logiquement proches, eh bien, en fait, par exemple, si vous avez une fonction de type MD5 qui va hacher l'adresse IP, vous allez avoir des nœuds qui sont proches physiquement, n'ont aucune chance d'être proches logiquement sur l'anneau. Et donc, l'intérêt là-dedans, c'est de dire que, par exemple, même si j'arrête toutes les machines sur un continent, eh bien, je ne vais pas réussir à démolir toute une portion de mon anneau parce qu'elles vont être uniformément réparties un peu partout. Donc ça, c'est le premier élément. On va voir que ça va assurer une certaine redondance et de la sécurité. Et puis le deuxième élément, c'est un système de routage dont il est prouvé que la convergence est logarithmique et qui va permettre, à partir de la clé K, de trouver l'adresse dans le nœud, le numéro du nœud qui va héberger la donnée. Alors, bien évidemment, donc cet accès il est en log de n, comme je vous l'ai dit. Et ce qui va se passer, c'est que bien évidemment, je vais avoir ce nœud, on va appeler le nœud racine, qui détient la donnée, et autour de lui, on va avoir ce qu'on appelle le leaf set. Le leaf set est un ensemble de nœuds qui vont répliquer la donnée. L'intérêt, c'est que si un nœud dans le leaf set tombe, c'est pas grave, on va chercher le voisin le plus extérieur au leaf set, et puis on va avoir une procédure de conciliation qui va permettre de déterminer, de répliquer à nouveau les données, et du coup de garantir que ça va devenir très difficile, parce qu'évidemment, plus on a un leaf set important, plus il devient difficile d'éradiquer les données, puisque je vous rappelle que si les nœuds sont logiquement proches, ils sont physiquement extrêmement éloignés grâce à cette propriété de la fonction de dispatching de nœuds physiques dans mon nœud. Alors, chose importante, les leaf sets classiques qu'on prend en général dans ce domaine-là, 8 c'est un peu pas beaucoup, on préfère 16 voire 32. 32, alors un leaf set de 32, ça veut dire que j'ai 32 répliques plus
un nœud maître, donc je vais avoir 33 copies de ma donnée. Et puis, alors, vous voyez que, évidemment, pour une autre donnée, le nœud maître va être ici et le leaf set va être légèrement décalé, etc., etc. Alors, l'intérêt, bien évidemment, c'est d'assurer un certain équilibrage de charge, puisque, a priori, les données vont être réparties de manière homogène sur la structure. Donc, voilà ce que c'est qu'un DHT, et nous, on va essayer de construire un service de quasi-certification. Pour l'instant, je n'ai pas encore, mais rassurez-vous, j'y viendrai sur le mot quasi, au-dessus de ça. Alors, l'idée, c'est de dire qu'au départ, on rend ce service à un acteur. Cet acteur, c'est quelqu'un, si je prends l'exemple de remplir sa déclaration d'impôt, ben c'est vous et moi, d'accord, qui allons vers un serveur, et donc, on contacte ce serveur. Ce serveur, en fait, ça va pas être, on va voir, on le voit comme un inédit, mais ça peut être plusieurs nœuds, et puis on va lui dire, ben voilà, je souhaite faire ma déclaration d'impôt. Par exemple, pour obtenir le nœud à qui je vais m'adresser, je vais faire un hash du service. Ça peut être déclaration d'impôt, je pourrais faire un hash de moi-même, enfin il y a différentes façons de s'en sortir pour déterminer ici l'ensemble des nœuds qui vont répondre. Et puis, une fois que j'ai identifié le serveur qui va rendre le service, eh bien je vais avoir des transactions, un certain nombre de va-et-vient, et ça va se terminer par un accusé. On va me dire, ben voilà, ta transaction, elle est terminée. Et une fois que la transaction est terminée, eh bien, il va falloir que, cette fois-ci, le service va s'adresser à l'autorité de certification. Et cette autorité de certification, ils vont dialoguer ensemble et ils vont déterminer, oups, je suis allé un peu loin, ils vont déterminer une entrée dans un log, de manière à ce que plus tard, n'importe qui, y compris l'acteur, peut dire, ben voilà, c'était quoi l'accusé d'accomplissement de ma transaction à cette heure donnée? Eh bien, on va pouvoir le récupérer auprès de l'autorité de certification. Alors, l'autre façon de voir le protocole, c'est de le voir ici sous forme d'un chronogramme. Donc là, j'ai un acteur. Ici, je disais, on va pas avoir un serveur, on va avoir un leaf set de serveurs. Et même chose pour l'autorité de certification, on va avoir un leaf set de certification. Donc ça veut dire que du coup, la première partie du protocole, c'est je vais pas simplement demander à qui je m'adresse, je vais simplement récupérer les informations du leaf set. Alors ça c'est important parce que, je vais y venir, dans le monde du réparti, il peut se passer plein de choses. Vous savez bien que vous avez un anneau de 200 000 machines, même si j'ai un MTBF de une panne par an, d'accord, sur 200 000 machines, je vais avoir beaucoup plus qu'une panne par an. Je vais avoir un certain nombre de pannes par jour. Donc par conséquent, il faut que je sois capable de m'assurer que tout se passe bien. C'est-à-dire que si le serveur auquel je m'adresse ne répond pas, c'est bien qu'il y ait les serveurs redondants, et vous sentez bien que l'idée de leaf7, elle va jouer un rôle important, eux puissent répondre. Et puis il y a d'autres choses qui peuvent arriver dans les systèmes répartis, c'est que vous ayez des nœuds qui soient malicieux, qui décident de vous feinter. Typiquement, je sais pas, je vais faire une blague à Roberto, et du coup, je vais mettre des nœuds malicieux qui vont pas lui enregistrer sa déclaration d'impôt. C'est pas une blague sympa. D'accord? Donc évidemment, il faut éviter ça. Donc une manière d'éviter, c'est que, on va dire que lorsque j'ai un leaf set de L nœuds, eh bien, j'exige, pour savoir que tout est OK, de recevoir L sur 2 plus une réponse majoritaire, identique. Et dans ce cas-là, on va voir qu'on va pouvoir jouer sur ce type de système pour réduire considérablement les probabilités d'avoir une défaillance. Bon, et puis là, c'est la même chose évidemment du coup lorsqu'on a les échanges qui vont réaliser le service. Et vous voyez que du coup, vous avez ici la flèche double qui veut dire que là, lui, il envoie un message au leaf set, et puis chacun des éléments du leaf set lui répondent, et évidemment, il attend d'avoir L sur 2 plus une réponse identique pour considérer que c'est la bonne. Alors, ensuite, on fait la même chose, sauf que c'est un peu plus compliqué, puisque chacun des nœuds du leaf set ici, vous contactez chacun des nœuds du leaf set de certification. Donc, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est à peu près la même idée. Donc, voilà les différentes phases que l'on observe au niveau du protocole. Et donc, à chaque fois qu'on a ces doubles traits, on va avoir cette majorité. Alors, cette majorité, elle est hélas pas tout à fait suffisante. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais il faut qu'à certains points, on ait un système de routage un petit peu particulier. Et je reviendrai plus loin parce que il faut qu'on ait ce routage-là, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse trouver un moyen d'interposer un gugus qui va dire voilà ton leaf set.
et qui va mettre une majorité de copains à lui qui vont feinter, par exemple Roberto, de manière absolument aisée. Donc l'idée, c'est effectivement, là c'est un point qui est un petit peu délicat à gérer. Alors, le problème, c'est que si on veut vérifier ce truc-là et garantir que ce protocole est correct, donc pour nous, quand on dit qu'un protocole est correct, c'est qu'on veut 100.0%. Alors là, on est déjà très très mal barré parce que à cause de Fisher-Lynch et Patterson, enfin à cause, ils ont déterminé que c'était impossible. Dès qu'on a des pannes dans un système réparti, on sait que, c'est un article célèbre de 85, qu'il n'y a pas de consensus possible, on ne peut pas s'en sortir. D'accord. Alors après, il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus, mais en gros, on est face à une contradiction. Alors du coup, il va falloir qu'on soit un petit peu pragmatique et que c'est là qu'on a abandonné l'idée de dire on fait de la certification et qu'on dit on fait de la quasi-certification. Donc comment on s'y est pris pour essayer de démontrer que cet algorithme a un fonctionnement correct? On s'y est pris en deux temps. On a d'abord commencé par modéliser et vérifier le protocole mis en place dans un monde idéal où il n'y a pas de panne. Et ensuite, on a une analyse probabiliste qui détermine, en fonction des pannes, quelle est la probabilité que le protocole déconne. Alors bien évidemment, je vais vous présenter l'étape 1 de manière très logique, parce que je vais vous montrer le protocole final, mais le modèle que je vous présenterai, c'est probablement la 10e ou 12e version du modèle, parce qu'il y a eu des étapes intermédiaires du protocole qui étaient buggées, et dont on a pu déterminer qu'elles étaient buggées, grâce justement à la modélisation et à l'analyse derrière. Et puis ensuite, on regardera rapidement comment on a fait la partie probabiliste. Alors, les hypothèses, c'est le fameux monde parfait. La deuxième hypothèse, c'est on a réduit le service à une interaction. C'est pas la peine d'avoir 18 interactions parce que on est dans des systèmes qui sont répartis, donc avec une logique d'entrelacement, et on a une combinatoire qui explose complètement. Donc déjà, vous verrez que l'exploration de l'espace d'état est un petit peu compliquée, mais on va essayer de simplifier au plus. Alors il y a aussi un autre point, je vais revenir tout à l'heure dessus, c'est que on a légèrement triché, on n'a pas dit il nous faut H sur 2 plus 1 réponse, il nous faut ici, excuse-moi, H, L sur 2 plus une réponse, il nous faut L plus une réponse. Ça change en fait le nombre de chemins qui vont mener à un état succès par rapport au nombre de chemins qui vont mener à un état échec, mais comme on s'intéresse à une validation ici à ce stade qui est qualitative, donc indépendamment de toute probabilité ou autre, qui n'est pas quantitative, eh bien c'est pas extrêmement grave, et je vous expliquerai comment on peut changer les choses, et pourquoi on l'a pas fait en fait, parce que ça fait tout exploser. Alors, première chose qui est importante, c'est que j'ai mon DHT, et sur mon DHT, j'ai 200 000 nœuds, par exemple. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que j'ai besoin d'identifier chacun des nœuds qui vont répondre. Et donc, du coup, on sent que je vais avoir besoin d'un adressage qui va de 0 à n étant la taille du DHT. Mais ça, c'est pas très très intéressant, parce que finalement, je me moque de l'adresse physique des nœuds qui composent les différents leaf sets dans le DHT. Ce qui m'intéresse, c'est le fait que je vais avoir L nœuds, L plus 1 nœud, excusez-moi, qui vont correspondre au service, et L plus 1 nœud qui vont correspondre, réaliser la certification. Donc du coup, il suffit que j'utilise comme un système d'adressage simplement une valeur comprise entre 0 et L pour avoir mes L plus 1 nœud. Et puis, je vais avoir à un moment besoin de faire un produit cartésien entre les deux, en particulier quand je vais identifier que la réponse de l'autorité de certification numéro I va vers le service numéro J, et puis du coup, je m'en sors à peu près avec une variable, tout simplement. Alors, du coup, je vais avoir un protocole, on va retrouver les trois parties. Par exemple, ici, vous voyez que là, tout se passe bien pour l'acteur. Ici, tout se passe bien pour le service. L'autorité de certification apparaîtra plus bas. Donc ça, c'est la première phase. C'est la phase où on va récupérer le leaf set et ensuite où on va initier le service. Donc c'est là que, en particulier, il faut le diversity routing. Deuxième étape, je réalise le service que j'ai ramené à une étape. D'accord, un va-et-vient, l'accusé étant ici. Et donc ici, vous voyez que si le client fait ça, tout se passe bien. Par contre, s'il exécute à un moment une action vers la gauche, eh bien ça veut dire qu'il y a eu un problème. La machine a craché ou autre, et on va ici dans un état pas normal. Le problème, ça peut être je n'ai pas reçu suffisamment de réponses du coup d'avant.
En fait, si j'avais voulu vraiment modéliser le L sur 2 plus 1, qui est une majorité, il aurait fallu ici que j'ai à partir du média qui m'envoie mes messages, il aurait fallu que j'ai ici L sur 2 départ, qui me consomme 1, 2, 3, 4, qui sont les messages perdus, et puis ici L sur 2 plus 1 qui correspondent à la solution qui fonctionne. Vous voyez que ça rendait, ceci est un réseau de Petri, beaucoup plus lourd et inutilement lourd. C'est pour ça qu'effectivement, on a levé cette hypothèse. L'autre solution, c'était utiliser, c'est ce qu'on voulait faire au départ, c'est ce qu'on appelle les réseaux de Petri colorés avec multi-ensemble, symétrique de Twist-Bag. Mais l'outil qu'on utilisait était en mode un petit peu prototype et il y avait des fonctions qui étaient utilisées qui passaient pas. La limite parfois des outils, c'est que les universitaires font des outils qui sont parfois prototypes comme proof of concept de la théorie, et du coup on s'est rabattu sur un modèle un peu moins riche, mais qui du coup était plus compliqué en termes de modélisation. Et puis on a ici la troisième phase. Donc là, vous avez la suite de ce qui se passe au niveau du serveur. Là, à chaque fois, tout se passe bien. Là, ça, c'est les transitions qui définissent « je vais vers un état erroné », qui est ici. Et puis là, vous avez ici l'autorité de certification, et même topo. Ça, tout se passe bien, et ici, il y a un problème. Donc en gros, voilà le modèle que j'obtiens dans mon monde idéal. Alors évidemment, dans ce modèle, je vais avoir ici un acteur, parce que je m'intéresse à une transaction. Je vais avoir ici L plus 1 acteur, numéroté de 0 à L, ici et ici. Et ça va donc déterminer le mode opératoire de mon set. Donc vous voyez qu'effectivement, comme je vous le disais, je n'avais pas besoin de gérer toutes les adresses que je peux avoir sur un DHT. Il s'agit simplement d'identifier les éléments du leaf set. Alors ce truc-là, on appelle ça typiquement une abstraction. C'est une hypothèse qui nous permet de considérablement simplifier la spécification et évidemment derrière son analyse. Vous allez voir qu'on en a grand besoin. Et puis alors là, ici, j'ai également injecté un certain nombre de pannes. L'idée est de dire, alors ça c'était un peu une exigence des gens qui font l'algo réparti, parce qu'il dit souvent il y a un pourcentage de panne. Donc il y a un pourcentage de panne, on dit ben voilà, soit c'est en fonction du nombre des acteurs, soit c'est en fonction du nombre d'actions qui sont réalisées. Et on peut injecter ici un nombre de pannes borné, et puis ça peut dans certains cas servir. Alors la première chose à laquelle il faut qu'on s'intéresse, c'est dans ce monde parfait, que se passe-t-il lorsque tout va bien? Lorsque tout va bien, lui, il a terminé son exécution correctement, et lui, il a terminé son exécution correctement, c'est-à-dire qu'il a déposé un certificat. Ce qui est intéressant, c'est que lui, on se fiche un petit peu dans quel état il est, parce qu'il peut avoir planté ici avant de recevoir l'accusé. Mais c'est pas extrêmement grave, parce que s'il n'a pas reçu l'accusé, ben en fait la transaction elle a quand même été terminée. Lui il ne le sait pas, ou il a planté avant de le savoir, mais il peut après coup demander à l'autorité de certification si sa transaction a eu lieu. Et si elle n'a pas eu lieu, dans ce cas-là il peut dire ben je vais la recommencer. Alors en fait, cette condition-là, c'est la condition dans le mode dégradé. Je vous ai dit qu'on estime là qu'on veut L plus 1. Donc il faut qu'il y ait L plus 1 compteur ordinaux ici et ici, donc en gros tout le monde est terminé. Mais la vraie condition, si on n'avait pas utilisé cette fameuse hypothèse 3 que j'ai donnée tout à l'heure, ça aurait été bien évidemment qu'on ait au moins, enfin qu'on ait plus, strictement plus, de L sur 2 compteurs ordinaux ici et ici, puisque ça correspond finalement à des compteurs ordinaux. Donc ça c'est la première situation, tout s'est bien passé. Maintenant il y a une deuxième situation qui est, oula, tout s'est mal passé. Il y a eu un problème, ça veut dire qu'effectivement, soit à un moment donné on a été dérouté ici, soit à un moment donné on a été dérouté ici. Et là aussi j'ignore le fait qu'on ait été dérouté là, parce que si je suis dérouté ici trop tôt, de toute façon je ne vais pas pouvoir continuer, puisque l'acteur va cesser de répondre de manière cohérente, et par conséquent, tout le monde, il y a soit des time-outs qui se déclenchent, soit des problèmes comme ça, et à ce moment-là, eh bien, les entités qui rendent le service ou qui résolvent la certification vont, elles, partir et botter en touche. Et même topo, vous avez la même remarque ici, bien évidemment, il faut que j'en ai plus de L sur 2 là, ce qui veut dire qu'en gros, si j'en ai plus de L sur 2 là, c'est que j'ai pas réussi à avoir la majorité de l'autre côté, et vice-versa, donc c'est assez logique. Et toujours, je me moque un petit peu de l'état dans lequel se trouve mon agent. Alors, vous voyez que ce qu'il faut, c'est que j'ai, à partir de mon état initial, donc Taïsir tout à l'heure vous a montré une formule de CTL, en voilà une autre. Ici, je dis, dans tous les futurs, j'ai soit F OK, soit F abort. En fait, ça serait un XOR, mais j'ai pas besoin du XOR, puisqu'on peut assez structurellement démontrer que les jetons qui sont là
ne sont pas là, et vice-versa. Et que par conséquent, je ne peux pas avoir les deux conditions qui sont réalisées simultanément. Mais il faut en gros que je dise, je ne peux pas arriver à un état où je ne suis pas capable de statuer la transaction a avorté ou la transaction a réussi. D'accord ? Ça c'est le point qui est important dans le protocole. Et c'est ça qui a été difficile à mettre au point, c'est qu'il y a eu quelques étapes où il a fallu qu'on réfléchisse pour effectivement que ce truc-là arrive toujours. Alors, comment on a fait pour vérifier ça ? On a fait du model checking. Elle a un petit peu parlé de ça, Taïsir, tout à l'heure, model checking. L'idée, c'est de dire, je prends mon système à une configuration initiale, je vais exécuter, par cette configuration initiale, toutes les actions possibles, j'atteins un certain nombre d'états, et à partir de chacun de ces états, j'exécute toutes les configurations possibles, etc., etc. Et évidemment, il y a les états que je rencontre qui existaient déjà, donc dans ce cas-là, je mets un arc vers une zone qui existe déjà, et puis il y a de nouveaux états, et il faut que je les explore. Alors, évidemment, le problème ici, c'est que c'est un peu l'analyse qu'on a faite de façon empirique. Pour un leaf-set 2L, on a grosso modo 10 puissance, enfin de l'ordre de 10 puissance L états. Et puis les états, c'est pas un bit. Les états, il faut 13 entiers et c'est pas des multi-steps, c'est des multi-sets. Il y a un bug, multi-ensemble pour pouvoir les stocker. Donc ça prend quelques dizaines d'octets. Donc ça veut dire que si je veux démontrer que mon truc fonctionne jusqu'à un leaf-set de 32, il faut que j'ai grosso modo, je stocke que les nœuds et pas encore les arcs, j'ai déjà 10 puissance 32 fois quelques dizaines d'octets qui sont consommés. Je crois que la machine chinoise, la Tian 2, elle est loin d'avoir 10 puissance 32 octets de mémoire, hein, on est d'accord. Donc, ici, j'ai un petit problème. Alors, le premier outil qu'on a utilisé pour vérifier ce qui se passait dans le monde parfait, c'est un outil qui s'appelle GreatSPN, qui a une façon intéressante de raisonner, qui marche très très bien pour les systèmes répartis. Les systèmes répartis, si je prends un client-serveur, vous avez un serveur et 10 clients, que le serveur soit en train de répondre au client ou au client 10, c'est un peu la même chose, modulo une permutation d'identité. Et donc je peux avoir une représentation, si par exemple je suis dans cette salle, on est tout le monde dans cette salle, il y en a un qui sort, je peux dire, il y a lui qui sort ou lui qui sort, ça fait deux états concrets différents, mais je peux dire, il y en a un qui est dehors et le reste est dedans, donc on passe d'une cardinalité de n personnes à n-1 dedans et une dehors, puis après à n-2 dedans et 2 dehors, et je peux dire, cette représentation dite symbolique va subsumer l'ensemble des configurations possibles à des permutations d'identité près. Et alors du coup c'est très intéressant parce qu'on obtient non pas la ligne rouge ici, mais la ligne verte, noire en dessous, qui vous démontre là, c'est une échelle logarithmique, on a un gain logarithmique en termes de complexité de l'espace d'état. Même si chaque état est plus compliqué à stocker, on est absolument gagnant sur cette affaire-là. Alors donc on a utilisé GreatSPN et on est monté, alors on faisait L égale 2, L égale 4, etc. Puis alors L égale 24, il a commencé à râler au bout de 11h45 minutes de calcul. Et en fait, alors 11h45 minutes, c'est un petit peu long parce qu'il y a une fonction de canonisation qui permet de reconnaître les états déjà visités, qui est nécessaire. Mais surtout, le problème qu'on a, c'est qu'en fait, cet outil, à un moment donné, il y a une constante qui dimensionne une table de hachage. Et le problème, c'est que cette constante, c'est un peu un magic number. Et du coup, quand on la touche, il faut toucher d'autres constantes, mais on ne sait pas très bien où. Et en fait, aux alentours de 10 puissance 7, on rencontre cette malencontreuse constante. Et du coup, on est coincé. C'est-à-dire qu'en fait, on consomme assez peu de mémoire, beaucoup de CPU, mais assez peu de mémoire. Et nonobstant de retravailler l'outil et de faire un petit peu de debug pour proprement faire saucer cette constante, on serait allé un peu plus loin. Alors on a utilisé après un autre outil qui s'appelle PenXDD, qu'on avait utilisé avec succès dans d'autres études. Et en fait, lui, il s'appuie sur ce qu'on appelle les diagrammes de décision. L'idée, c'est qu'un état de mon système, grosso modo, c'est un vecteur. Et le vecteur peut être relativement long. Mais bien évidemment, toutes les actions de mon système ne vont pas changer l'intégralité du vecteur. Elles vont changer simplement quelques éléments de mon vecteur. Après, imaginez que si je prends un ensemble d'états, je peux dire cet ensemble d'états, je vais travailler sur des actions qui vont simplement faire des modifications locales. Et par conséquent, il y a une partie de mon vecteur que je ne peux ne représenter qu'une seule fois, et simplement présenter le reste de manière différentielle. L'intérêt étant que du coup, je vais bien évidemment économiser sur la partie que je ne représente qu'une seule fois. Alors le problème, c'est que
bien évidemment, on est ramené à un système de codage. La méthode s'appelle aussi symbolique. Les mecs des méthodes formelles sont parfois étranges d'appeler symbolique deux approches différentes, avec deux visions du terme symbolique. Et en particulier, il y a un problème qui est un petit peu touffu là-dessus, c'est de trouver un bon ordre de variables qui correspondent à un bon encodage. Parce que si je mets les variables qui changent beaucoup en haut, ben, vous voyez, vous sentez bien que j'ai pas de partage. Et le problème ici, c'est que le problème est tellement régulier que toutes les variables de mon vecteur à un moment ou à un autre sont modifiées et par conséquent on explose assez vite. Et on explose là non pas sur des problèmes de temps CPU, mais on explose sur des problèmes de mémoire. Alors du coup on a utilisé un troisième outil qui s'appuie aussi sur les diagrammes de décision. Il y a énormément de diagrammes de décision. Au départ, c'est une technique qui était utilisée pour coder des tables de vérité dans des fonctions booléennes. Et puis, ça a été utilisé ensuite pour faire du model checking sur des systèmes matériels. Maintenant, il y a des diagrammes de décision de toutes sortes, y compris des diagrammes de décision qui permettent de stocker des valeurs discrètes. Et puis, ceux qu'on a utilisés sont des variables de décision qui sont hiérarchisées. L'intérêt ici de se dire, c'est plutôt que d'avoir à trouver un ordre total sur un très grand vecteur, de découper ce vecteur, de le structurer de manière hiérarchique. Et du coup, on est ramené à un problème qui est plus facile, d'ordonner de manière locale des portions de mon vecteur et de les réarranger à un niveau supérieur. Et alors ça marche très bien, parce que vous avez vu 16 gigas d'un côté, vous avez vu presque 12 heures de calcul là, et on a, avec cette technique d'encodage, on a réussi à résoudre le problème et à vérifier ses propriétés en moins d'une minute et moins d'1 giga de mémoire. Parce qu'effectivement, là, on a vraiment tiré parti de toutes les symétries du système. Donc là, on était OK. On avait réussi à démontrer que dans un monde parfait, le protocole fonctionnait. Après, évidemment, quelques versions de ce protocole-là. Alors, juste pour information, les outils qui ont été utilisés, ils sont intégrés dans une plateforme qui s'appelle COSIVERIF, qui est développée par 3 laboratoires de la région parisienne, dont le laboratoire d'informatique de l'université qui nous héberge aujourd'hui et qui est l'organisateur aujourd'hui, j'ai nommé le LIPN. Alors ensuite, il a fallu qu'on fasse l'analyse probabiliste. Donc c'est là le côté du quasi. Puisqu'on sait qu'il n'y a pas de consensus possible, on va essayer d'estimer la probabilité d'avoir des problèmes. Alors, que font les gens de ce domaine-là? C'est qu'ils considèrent les choses sous forme de panne. C'est-à-dire qu'ils vont dire, chaque nœud a une probabilité P de planter à un moment donné. Et on va dire que les nodes mal intentionnés, leur comportement, ça correspond à un plantage. Alors attention, ça correspond à un plantage à condition qu'on n'arrive pas à avoir de coalition. Et c'est là qu'il faut qu'on fasse très attention, et c'est ça qui nous a coûté cher avec le fameux diversity routing. D'accord? Parce qu'effectivement, il faut qu'on garantisse qu'on a un algorithme de routage qui ne peut pas générer facilement de coalition, parce que du coup, l'hypothèse de fonctionnement sur la base d'une probabilité unitaire sur un nœud, eh bien, évidemment, elle tombe. Alors, on a deux origines de problèmes. On a, au niveau du protocole, et essentiellement le protocole entre l'agent et l'autorité de certification, et le service, pardon, et ensuite entre le service et l'autorité de certification. Donc, regardons rapidement les deux choses. Alors, si on va prendre deux niveaux de probabilité pour petit p, alors, on va considérer qu'on est dans un environnement qui est non sûr, et on va prendre la borne classique qui est utilisée dans les problèmes byzantins, qui est dire qu'il y a 30% de probabilité de défaillance. Et puis après, on va se mettre dans une situation plus sûre. Je rappelle que les défaillances, c'est pas seulement les pannes, ça peut être aussi le fait que le nœud a un comportement malicieux. Et du coup, là, on peut ramener le problème à simplement une probabilité de 5%. Donc c'est des chiffres qui sont classiques pour les gens qui font l'algorithmique répartie. Donc on les a repris, on ne s'est pas posé de questions. Alors, la probabilité d'échec du protocole. Alors la formule est un peu barbare, mais c'est lié en fait au fait qu'il faut qu'on ait plus de L sur 2 nœuds qui sont malicieux et qui plantent à des endroits qui nous embêtent. Donc ici, ça c'est tous les nœuds sont malicieux, moins les nœuds qui sont moins de nœuds malicieux, et du coup ici, ça c'est la probabilité qu'on en ait au moins L sur 2 plus 1. Bon, c'est un peu violent. Et si on prend les applications numériques en fonction...
Donc vous voyez que la constante L rentre en ligne de compte, la constante P, probabilité de défaillance, rentre en ligne de compte. Donc là, le livre 7, 8, 16, 32, voilà, évidemment que quand on est dans un environnement qui n'est pas fiable, ben vous voyez que les performances sont quand même pas terribles. Mais par contre, quand on considère plus que 5% de probabilité de panne, vous voyez que là, on arrive à des valeurs qui sont un peu plus acceptables. Le quasi, c'est quand même probabilité relativement faible. L'autre problème est un petit peu plus compliqué parce que on va avoir un livre 7 de serveur associé à un livre 7 d'autorité de certification. Donc du coup, on va avoir un petit carré qui va arriver, qui va nous dégrader nos performances. La formule elle est là, mais vous voyez que l'application numérique de la formule fait que ici, ben, on est dans cet ordre-là, parce qu'effectivement, il y a plus de combinaisons possibles qui vont nous gêner en termes de possibilité d'avoir des comportements qui ne nous plaisent pas. Voilà, mais l'application numérique, donc vous voyez, ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut absolument qu'on s'approche de cette valeur-là. Pour s'approcher de cette valeur-là, j'ai marqué ici corps. En fait, l'idée, c'est d'utiliser par-dessus un système de réputation. Et corps, c'est un système de réputation qui fonctionne sur des DHT, pour lequel on a très facilement cette valeur de 5% de fiabilité qui est atteinte, 5% de défaillance qui est atteinte, et par conséquent pour laquelle on peut facilement espérer obtenir ce type de réponse. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à construire une autorité de quasi-certification, c'est-à-dire être capable de relâcher un peu des hypothèses et d'accepter qu'on puisse avoir des défaillances, mais ça reste acceptable. J'ai pris l'exemple du remplissage de votre déclaration d'impôt. J'ai trouvé sur le net qu'en 2012, il y avait 36,5 millions de déclarations d'impôts, enfin de foyers fiscaux, donc de déclarations d'impôts, on va dire. Hein. Je pense pas que ça ait beaucoup varié depuis, mais on a fait le calcul. Ça veut dire que, en gros, on a un problème de certificat tous les 5132 ans. C'est-à-dire que si je me mets vers moins 3000, 3100, donc on est à l'époque de Nagada III, juste avant le début de la civilisation égyptienne, jusqu'à maintenant, sur une population correspondante à la population française actuelle, eh bien, on vient de risquer d'avoir notre premier problème. Finalement, c'est pas si mal que ça. L'autre chose ici, c'est que si je regarde la deuxième application numérique, alors UKP 996, là on est un peu plus de 1000 ans, ben voilà, on vient d'avoir une espérance d'avoir eu notre premier problème. Ok ? Bon, bien évidemment, la comparaison valent ce qu'elle valent, mais ça veut dire qu'on peut imaginer que on atteint un niveau de fiabilité où ça reste quand même relativement acceptable, même sur un très très grand nombre de transactions. Alors, cette étude, en fait, elle représente, j'ai marqué 3, mais en fait c'est con, ça a commencé un peu avant, même presque 4 ans maintenant. Alors, en fait, il y a eu une publication en 2013. La publication en 2013 n'incluait pas la preuve parce qu'on n'était pas 100,0% satisfait de la preuve à l'époque. Et en particulier, on a mis pas mal de temps à résoudre le fameux problème du diversity routing, c'est-à-dire à avoir un protocole qui garantissait que on n'avait pas deux possibilités de coalition, parce que sinon, on évoquait ça tout à l'heure dans une présentation ce matin, le fait qu'il faut vraiment faire très très attention aux hypothèses. C'est-à-dire que là, ici, on construit un schéma de preuve. Le schéma de preuve, il est licite, on peut discuter, mais il n'est licite que si les hypothèses sont réalistes par rapport à une implémentation potentielle. S'il n'existait pas une implémentation qui nous garantissait ce fameux diversity routing, c'était pas la peine, la preuve était complètement fausse derrière. Ou en tout cas, il fallait la revoir. Donc c'était quelque chose qui était important, et c'est un travail qui a été terminé, en fait, finalement, il y a quelques semaines. Alors, l'idée, c'est que derrière, il y a quand même un certain nombre de problèmes qui sont classiques de ce qu'on peut trouver dans ce qu'on appelle le e-government, avec en tout cas des applications directes. On parle beaucoup, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressaient à un système de vote électronique citoyen. En particulier, on avait beaucoup parlé après les miracles de l'élection américaine de 2001 et des machines à voter, et tous les problèmes que ça pose. Et effectivement, le fait d'avoir un ensemble de machines réparties et structurées de cette sorte-là peuvent nous garantir qu'on va avoir extrêmement peu de défaillances, ou surtout que, sauf si l'élection se fait à une voix sur une population équivalente à celle de la France, probabilité quand même relativement faible, je veux dire, on ne peut pas avoir d'erreurs qui vont inverser le résultat du vote.
De même que ici, la défaillance, l'État peut décider que s'il y a tellement peu de défaillances, eh bien on peut les accepter comme étant, enfin inclure ça dans les frais de gestion. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ce modèle, entre-temps, est devenu, il y a un concours qui permet d'évaluer les outils qui font du modèle checking. Et donc c'est devenu un des modèles benchmark de ce concours. Et d'ailleurs c'est intéressant de voir qu'évidemment un certain nombre d'outils n'arrivent pas à gérer le cas jusqu'à un livre 7 de 32. Donc ça prouve que le problème reste, même au bout de quelques années, toujours compliqué. Et puis bien évidemment, si on arrive à élaborer un outil, une nouvelle génération d'outils sur cette nouvelle classe de réseau de Petri avec BAG, eh bien l'idée c'est qu'effectivement là on a une étude de cas prête à emploi, puis qui secoue un petit peu le cocotier. Voilà, ben c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, et donc je suis prêt à répondre à vos questions.